c'est un début de week-end, un long week-end d'ailleurs, comme vous allez le constater, puisque jusqu'à lundi, lundi est donc le 11 février, c'est un jour pas forcément comme les autres. Et là, nous parlerons également de ce que la presse nous propose ce matin avec déjà nos invités sur ce plateau qui vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle que traitée par les tabloïds. La nouvelle expression parle d'interpellation des avocats. Le barreau du Cameroun menace. 2 membres de la corporation ont été d'ailleurs pris dans le cadre de l'affaire MRC alors qu'ils étaient en plein exercice de leur métier. C'est en page 2 du journal. Le journal parle également des droits humains. Les États-Unis sanctionnent le Cameroun. Le pays de Donald Trump vient de réduire une bonne partie de l'aide militaire qu'il accorde donc à notre pays, le Cameroun. C'est en page 3. Et toujours on parle des manifestations publiques avec le piège même des arrestations. L'option d'interpeller les manifestants en région et bien entendu aller déposer à Yaoundé peut devenir à la longue difficile à gérer sur le plan financier et même matériel et humain. Et c'est à lire en page 4 de ce numéro disponible dans les kiosques ce matin. Et on parle aussi de bien d'autres sujets que je vous invite à découvrir. Le quotidien Le Messager qui est dans les kiosques parle donc de lâcher par les États-Unis. Le Cameroun survivra-t-il à ces guerres? C'est une question alors que le pays enregistre donc de nouveaux fronts de guerre. Le gouvernement américain pointe le manque de progrès vers une solution de sortie des crises et les nombreuses atteintes aux droits de l'homme, aux droits humains également. À lire dans le dossier proposé par le journal en page 3. Affaire MRC, le barreau fait le procès du régime. L'instance demande d'ailleurs la mise en liberté immédiate de ses membres détenus à la suite des arrestations du 26 janvier dernier. C'est en page 2 de ce journal. D'autres informations sont aussi à lire ce matin dans le même journal Le Messager. Et puis le Sahel de ce matin parle de Boko Haram. J'ai été otage avec les lycéennes de Chibok, à lire en page 8 et 9. Tout un dossier également pour comprendre un peu les conditions dans lesquelles ces filles vivaient et comment est-ce qu'elles ont été donc enlevées, à lire dans le dossier proposé par le journal. Le journal parle également de la coopération bilatérale. Les États-Unis réduisent d'ailleurs leur soutien militaire au Cameroun. En page 3 de ce journal, le journal s'intéresse aussi aux hôpitaux publics. Pourquoi administrateurs de santé et médecins s'affrontent? C'est en page 4 du journal Le Messager ce matin qui peut demander de lire aussi le climat social avec le GICAM qui sonne l'alerte. Le groupement interpatronal du Cameroun s'est donc prononcé sur la question. C'est en page 11 de L'Œil du Sahel disponible dans les kiosques ce vendredi. Et toujours dans les kiosques qu'on va découvrir un autre journal, c'est la météo qui parle donc d'incidents diplomatiques, des excuses de Jean de Dieu Momo à la communauté juive et à l'État d'Israël. C'est en page 3. Nalova Yonga en visite inopinée, bien entendu, dans le Dja et Lobo, à découvrir dans le même journal, la météo de ce matin. Info Matin qui parle donc d'incitation au soulèvement, les dessous de la grève annoncée à l'IRAD dans le numéro, et bien entendu, d'autres informations aussi que je vous invite à lire ce matin. Le quotidien Le Jour, pour sa part, parle d'interpellation des manifestants du MRC. Le barreau monte au créneau, c'est le grand titre du journal. Et puis on parle également de la consommation des consommateurs avec le malaise même chez les barman. C'est donc difficile dans ce secteur également depuis quelques temps. Le journal Le Jour revient sur l'article et propose également les raisons de ce malaise dans le numéro de ce matin. Mutation parle donc de l'aide militaire au Cameroun. Les États-Unis menacent, la France rassure. C'est ce qui est contenu dans le dossier proposé par le journal. Le journal s'intéresse également au 11 février avec notamment les rendez-vous aussi. Et que se passe-t-il dans les régions anglophones? Les 11 mots de la jeunesse, également évoqués par le numéro de ce matin. Ces mutations qui proposent donc ces titres et cette actualité. Alors, le journal Le Quotidien de l'économie, pour sa part, s'intéresse bien entendu au transport aérien. L'État pousse Cameco vers la zone de turbulence. Donc à lire dans le numéro. Le journal a d'autres informations aussi avec d'autres actualités que je vous invite à découvrir ce matin. Et puis Émergence qui est disponible parle des libertés fondamentales. Pourquoi le régime Biya verrouille-t-il le droit de manifester? C'est une question, mais 10 experts s'affrontent donc ce matin dans le numéro, comme tous les vendredis. Le journal a d'autres informations également parlant de la coopération avec les importations chinoises qui creusent le déficit commercial du Cameroun de pratiquement 345 milliards de francs CFA. Des informations que je vous invite à lire dans la plupart des tabloïds retenus ou reçus donc à notre rédaction ce vendredi matin. Georges Semé, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous, M. Nongo. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent dans le cadre de cette émission. Bien évidemment, je vais profiter de cette occasion pour souhaiter par anticipation une bonne fête de la jeunesse à tous les jeunes de 7 à 77 ans. Très bien, merci d'être là. Bonjour Camille Nelly. Flavien Valonongo, bonjour. Bonjour Georges Semé.
Bonjour téléspectateurs de Kinox Télévision et bonjour à toute la jeunesse qui lundi est invitée à participer à une fête dans un contexte assez morose, dans un contexte qui ne prête pas beaucoup à l'optimisme, mais j'espère, j'ose croire que le président de la République, au moins pour cette fois-ci, saura trouver les mots assez justes pour leur donner de l'espoir, un peu plus d'espoir, pour leur offrir le rêve, parce que depuis au moins les 10 dernières années, les messages du chef de l'État se ressemblent tous comme des gouttes d'eau. C'est des messages qui sont multiples, qui sont uniquement conjugués au futur 5, c'est-à-dire qu'à l'horizon 2035, et j'espère, j'ose croire, et d'ailleurs, il serait souhaitable que le chef de l'État, cette fois-ci, mette les petits plats dans les grands pour offrir à la jeunesse camerounaise un message un peu plus consistant que ceux auxquels il les a habitués depuis au moins une décennie. Très bien. Alors, avec vous, quelques sujets que la presse propose ce matin. Vous voyez bien, vous le constatez également, qu'on parle notamment des États-Unis. Cette sortie qui permet aujourd'hui à la presse de pouvoir nourrir les lecteurs. Le Cameroun, lâché par les États-Unis, le Cameroun survivra-t-il à ces guerres? C'est une question. On sait bien qu'il y a des points de crise au Cameroun, dans plusieurs régions d'ailleurs. Et le journal, la Nouvelle Expression, qui ne rate pas l'occasion également de revenir sur ce fait. Donc on constate dans la plupart des tabloïds, le journal qui fait savoir que les États-Unis sanctionnent le Cameroun. C'est la Nouvelle Expression qui cite ainsi. Le Messager a parlé du Cameroun et avec cette question, le Cameroun survivra-t-il à ces guerres? Donc d'autres journaux s'intéressent à la même actualité avec le quotidien Le Jour. Également, Mutation qui dit les États-Unis menacent, mais la France se rassure. Écoutez, cette information, nous l'avons reçue depuis hier à travers les réseaux sociaux. Certains journalistes et certains individus qui écument abondamment les réseaux sociaux ont repris une information qui a été rendue publique par la presse américaine, faisant effectivement état de ce que les États-Unis envisageraient de réduire leur assistance ou alors leur coopération militaire avec le Cameroun. Mais en l'état actuel de l'information, elle n'a pas été confirmée par le gouvernement camerounais, ni par le département d'État américain qui est chargé des affaires étrangères, ni même par le Pentagone, qui est le ministère des Affaires, le ministère de la Défense des États-Unis. À notre posture de journaliste, bien évidemment, nous allons approfondir les recherches, mais si cette information est confirmée, il s'agit d'un mauvais coup apporté à la coopération militaire, ou alors, si vous voulez, à l'armée camerounaise, parce que il est bien vrai qu'il y a une coopération multilatérale de l'armée camerounaise ou alors de l'État du Cameroun avec plusieurs pays, mais je pense quand même que l'assistance militaire américaine est assez essentielle, non seulement parce que c'est d'abord la première armée du monde qui est dotée d'une certaine logistique pointue en matière d'assistance militaire, mais également ça permettait à l'armée camerounaise de faire des économies en ce qui concerne la formation de leurs ressources humaines militaires. Donc, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour le Cameroun si elle est confirmée. Et on espère simplement que les deux parties, les gouvernements camerounais ou américains, viendront donner toute la clarté sur cette décision qui continue déjà à faire, qui commence à faire grand bruit. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra se prononcer en faveur ou alors en défaveur de cette décision. Alors, les États-Unis sanctionnent le Cameroun, c'est la Nouvelle Expression qui titre ainsi, avec notamment quelques faits évoqués, pour dire que le pays de Donald Trump vient de réduire pratiquement une bonne partie de l'aide militaire qu'il a accordée donc au Cameroun. Et on voit bien qu'il y a un bon partage de matériel militaire qui va être retiré ou retourner aux États-Unis, bien de choses également, des projets également réalisés par les États-Unis. À lire les titres des journaux ce matin, on a plutôt l'impression que tous ces titres-là sont formulés dans un mood jubilatoire. C'est-à-dire que bien fait, les États-Unis vont réduire leur aide militaire au Cameroun et jusqu'au Messager qui se demande si le Cameroun survivra à ces guerres. Mais moi je pense que à bien analyser cette information, pourquoi les États-Unis auraient-ils décidé de réduire leur aide militaire? Selon des sources pas officielles, bien informées, il s'agirait plutôt de la décision des États-Unis de réduire leur assistance militaire à travers le monde entier, pas seulement vis-à-vis du Cameroun, à travers le monde entier. Et maintenant, le Cameroun n'étant pas seul, ça veut dire que le Cameroun aussi se trouve mêlé dans cette file. Mais cependant, si on se demande alors pourquoi est-ce que les États-Unis décideraient de réduire leur aide militaire au Cameroun,
Eh bien, si l'on s'en tient à certains de ces journaux, ce serait à cause de certaines exactions de l'armée camerounaise sur les populations du sud-ouest et du nord-ouest. Et cela, les faits remontent à des rapports qui ont été envoyés aux États-Unis il y a 2 ans, où ceux qui défendaient la cause de l'Ambazonia avaient écrit aux États-Unis en disant que voilà, l'armée camerounaise se caractérise par des exactions sauvages sur les populations, et c'est pour cela que vraiment c'est une armée criminelle. Mais je pense que si les États-Unis qui ont des antennes partout, si les États-Unis qui ont tous les moyens de contrôle et même de recoupement de ces informations descendaient sur le terrain, regardaient ce qui se passait en réalité dans ces 2 régions, je pense qu'elles ne retireraient pas, n'envisageraient pas de retirer son soutien à l'armée camerounaise. Regardez, hier encore, j'ai vu dans les réseaux sociaux une photo horrible. On a vu des routes qui sont barrées par des cailloux, et au bout de la route, la tête d'un soldat camerounais avec le coupé, avec le béret sur la tête. Et on va dire que ce sont des choses qu'il faudrait laisser passer, que les... Est-ce que c'est la somme de ces exactions qui amène les États-Unis à... Moi, je pense que... Mais quand on regarde même l'aide des États-Unis, la première fois qu'on a entendu parler d'une aide concrète des États-Unis, c'est au moment où les États-Unis ont décidé d'envoyer 300 officiers pour aider à la formation, pour soutenir les éléments du BIR, et surtout en matière de renseignement et en matière de maniement des drones. Bon, on n'a pas vu beaucoup de résultats à ce niveau. Mais ce que l'on sait, c'est que les États-Unis, si les États-Unis descendaient vraiment sur le terrain et comprendraient, et avec la volonté de descendre et de comprendre les différents conflits qui sont en train de miner le Cameroun de part et d'autre, que ce soit dans le sud ou dans le nord. Regardez par exemple comment on brûle des lycées. L'autre lycée aujourd'hui qu'on a brûlé du côté de Babadjou hier. C'est-à-dire que ce qui se passe dans cette guerre, le Cameroun mérite plutôt qu'on l'encourage et qu'on le soutienne, mais pas qu'on lui enlève une aide militaire. Bon, pendant que on est en train de nous dire que les États-Unis sont en train de réduire leur aide, la France est toujours là, Israël est toujours là, et d'autres pays amis qui sont là pour soutenir le Cameroun, parce que, il faut le dire très très fort, le Cameroun vit une guerre civile. Et cette guerre civile, ce n'est pas parce que les gens ne le disent pas, c'est une guerre civile qui est en train de détruire une bonne partie de ce pays. Alors, ici le messager fait savoir que c'est parce qu'il n'y a pas de progrès vers une solution de sortie de crise dans les régions anglophones. Ça fait partie des raisons évoquées par le journal, que les États-Unis pensent que continuer à aider le Cameroun, ce n'est pas la peine. Il faut pourtant trouver des solutions à toutes ces crises-là. Oui, c'est l'une des raisons qui a été abondamment évoquée par nos confrères. Et je suis parfaitement d'accord avec le doyen lorsqu'il dit qu'il y a un vaste plan de remobilisation des troupes américaines dans le monde entier, que ce soit en Europe, au Moyen-Orient, au Proche-Orient et même en Afrique. Mais j'aimerais quand même relever que pour le cas du Cameroun, c'est assez spécifique parce que les informations telles qu'elles sont relayées depuis hier font un lien direct avec la crise anglophone et le combat dans la région de l'extrême nord avec Boko Haram. Et vous savez que depuis l'arrivée du gouvernement Trump, il y a eu des escalades verbales entre le gouvernement américain et le gouvernement camerounais. Prenons le cas de l'actuel ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Il a effectué, je crois, en mai 2018, une sortie qui a scandalisé tout le monde en disant que l'armée camerounaise, c'est l'armée camerounaise qui incendiait les villages, qui effectuait des assassinats ciblés. Et ça lui a valu une convocation de la part du ministère des Relations extérieures de l'époque, qui a fortement, vivement condamné cette sortie malencontreuse de l'ambassadeur. Il est revenu en octobre dans un autre registre en demandant tout simplement au président de la République de penser, de songer à prendre sa retraite. Donc, les relations entre le gouvernement Trump et le gouvernement Biya se sont tendues au fur et à mesure. Et entre eux, cette tension, il y avait également un lobby séparatiste. Un lobby séparatiste qui écumait toutes les ambassades et même le Congrès américain et allait montrer à la face de tout le monde certaines exactions, des présumées exactions qui étaient à mettre au passif de l'armée camerounaise. Mais il y a également eu cette vague, ces nombreux rapports de Transparency International, de Human Rights Watch qui pointaient un doigt accusateur sur l'armée camerounaise en rapport avec les propos qu'a tenus l'ambassadeur des États-Unis en mai. Donc je crois que c'est tout ça qui a constitué à ce que le Congrès
ou alors le gouvernement américain revoit sa position en ce qui concerne sa coopération militaire avec le Cameroun, si et seulement si cette information est confirmée. Donc, on aura peut-être la clarté sur la dite information dans les prochains jours, mais je pense que ça devrait être pris très au sérieux parce que les États-Unis, c'est d'abord un allié stratégique du Cameroun, c'est aussi l'armée la plus efficace et la plus pointue du monde, et son apport stratégique et son apport en termes financiers et matériels à l'armée camerounaise est tout bénef. Vous avez fait tout à l'heure état des 300 GIs qui sont venus au Cameroun pour former l'armée camerounaise, le BI en l'occurrence, dans le cadre de la lutte contre on a bien vu, mais Kamine, il estime qu'il n'y a pas eu de véritable... Non, ils n'étaient pas venus s'engager en ligne de front, ils étaient venus former, et je crois qu'ils ont passé quasiment 3 ans à former le BI, et aujourd'hui on ne peut pas dire que l'objectif n'a pas été atteint. Ils ont dit que depuis 2015 jusqu'en 2013, 2018, ils partaient, ils sont partis je crois en octobre dernier, et c'est après avoir accompli cette mission qu'ils sont partis. Donc il n'y a pas eu un incident politique entre le gouvernement camerounais et le gouvernement américain qui ait suscité leur départ. C'est que la mission est arrivée à terme et ils n'étaient pas appelés au Cameroun pour servir de soutien militaire dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Très bien. Mais vous savez, Georges, Kamine, il y a que Mutation qui parle également dans sa traîne de ce matin, parlant des États-Unis qui menacent. Et la France dit ok, ne vous en faites pas, je suis toujours avec vous. Mais la France, elle est là, la France est présente, la France sait ce qui se passe. Mais je suis qu'il est quand même étonnant que les États-Unis, qui savent ce que c'est que l'engagement sur des théâtres d'opération, les États-Unis sont engagés en Afghanistan, sont engagés en Somalie, sont engagés, c'est-à-dire sur des terrains brûlants. Et sur ces terrains brûlants, l'armée américaine a toujours été accusée d'exaction, d'exagération et même parfois de dégâts extraordinaires. T'as des bavures. Mais les États-Unis qui savent ce que c'est que la difficulté des guerres asymétriques et qui a le service de renseignement le plus pointu au monde, devrait descendre au Cameroun, descendre sur le terrain, regarder ce qui se passe et comprendre la réalité de la difficulté du gouvernement camerounais. Je ne défends pas le gouvernement camerounais en disant qu'il faut absolument qu'on vienne le soutenir. Mais moi, je pense qu'il y a une réalité sur le terrain, parce que cette guerre, ces conflits, surtout notamment le conflit du sud-ouest et du nord-ouest, a une apparence, mais il a aussi une réalité. Et cette réalité mérite d'être connue. Et ce n'est pas à travers les correspondances écrites par les défenseurs de la cause amazonienne dans les lobbies américains. Ce ne sont pas les rapports de Transparency International qui ne descendent pas sur le terrain qui vont édifier tous ceux qui veulent comprendre. Le problème, la réalité de la crise séparatiste au Cameroun aujourd'hui, il faut descendre sur le terrain pour la comprendre et non se cacher derrière le petit doigt des rapports qui disent que non, l'armée fait ci, l'armée fait ça. Ce qui se passe dans le sud-ouest et dans le nord-ouest est horrible et insoutenable. Vous dites, ce n'est pas ici que je viendrai égrener tous les malheurs de ces populations, des populations qui sont obligées de se déporter ailleurs, des lycées qui sont brûlés, des villages qui sont complètement déserts, et maintenant, on est en train d'interdire aux populations de sortir pendant 10 jours. Vous pensez que c'est une situation face à laquelle le Cameroun ne mérite pas une aide? Non, sincèrement, là où on est aujourd'hui, le Cameroun n'a pas comme, parce que le messager a titré, le Cameroun survivra-t-il à ces guerres? Le Cameroun a une guerre, mais seulement il a énormément de difficultés sur plusieurs théâtres. Alors, et on voit bien, parlant des multiples théâtres, on voit bien qu'il y a un nouveau point important, la Damawa, qui est également coincé depuis quelque temps avec des enlèvements et autres. Le ministre de l'administration territoriale vient de séjourner dans cette partie du pays pour notamment inviter les uns les autres à collaborer avec les forces armées et un contingent de gendarmes qui viennent se rendre également de ce côté pour mettre un terme à ces exactions. Oui, contrairement à Douane, je pense que le Cameroun est en proie à plusieurs guerres. Vous savez qu'avant Boko Haram, il y a quand même eu ces incursions des bandes armées du côté de l'Est qui a sérieusement mis à mal la sécurité du Cameroun. Et je crois que la chose avait été prise en son temps très au sérieux parce qu'il y a eu de forts déploiements en matériel, en hommes, pour barrer la voie aux rebelles indépendants qui venaient de la République centrafricaine, aidés parfois par d'autres rebelles tchadiens et du Soudan. Ça constituait une grosse menace. Après, il y a eu Boko Haram. Boko Haram également, c'est une forte préoccupation et je crois que depuis 5 ans aujourd'hui, le Cameroun est confronté, n'arrive pas à juguler le phénomène Boko Haram qui subit aujourd'hui une sorte de métastase parce qu'on n'est plus dans le phénomène Boko Haram originel. C'est plutôt des grands bandits qui parfois font du banditisme mais également opèrent dans des opérations d'enlèvement des individus ou alors de vol de bétail. Est survenu également
il y a bientôt 2 ans, la crise anglophone qui, pour moi, est la crise la plus sérieuse parce qu'elle est en train de menacer l'intégrité du territoire de notre pays. Non seulement elle est endogène, mais elle met à mal l'intégrité physique de notre territoire. Donc, il y a plusieurs guerres à l'Est, il y en a une autre du côté de l'extrême nord, il y en a dans les régions anglophones, et maintenant, dans la Damawa, on nous parle d'un autre phénomène qui est un vieux phénomène au Cameroun, mais qui malheureusement prend une certaine ampleur inquiétante. C'est ce phénomène d'enlèvement des individus avec des demandes de rançon. Je crois qu'on devrait s'en préoccuper davantage parce que pour un seul pays, je crois que ça fait beaucoup et on devrait s'interroger sur la coïncidence même de tels événements insécuritaires pour notre pays. Donc, ça devrait donner matière à réflexion. Ça devrait surtout interpeller les dirigeants afin qu'on prenne les solutions politiques idoines afin que l'intégrité du Cameroun ne soit plus autant menacée sur plusieurs fronts. D'accord. Alors, nous allons faire le tour de la presse également à parcourir le sujet qui est donc traité différemment selon les tabloïds. Et ce matin encore, dans la presse, on revient sur la sortie du barreau avec le conseil de l'ordre qui a siégé et qui appelle d'ailleurs, dans le cadre des interpellations des avocats, le barreau du Cameroun, qui menace d'ailleurs, on le lit à la nouvelle expression, dont 2 membres de la corporation qui ont été pris dans le cadre des affaires, de l'affaire MRC alors qu'ils étaient en plein exercice de leur métier. Ça, c'est ce que dit la nouvelle expression. Et le quotidien Le Messager dit le barreau fait le procès du régime dans le cadre de l'affaire MRC et en même temps, le quotidien Le Jour dit le barreau monte au créneau. C'est dit qu'il y a également de l'électricité dans l'air de ce côté. Bien sûr, vous avez dit en plein exercice de leur métier, mais lorsqu'on lit le communiqué qui a été rendu public par le barreau du Cameroun, signé par le président, il n'y avait qu'un seul avocat qui était dans l'exercice de son métier. Celui qui a été arrêté à Bafan, alors qu'il venait assister les militants du MRC qui ont été arrêtés, et c'est au commissariat de sécurité publique de Bafan qu'il a été embarqué avec les autres militants du MRC. Pour l'autre cas, Maître Tass, il a été arrêté, dit le communiqué, en marge de la marche blanche du MRC. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire en marge de la marche blanche, mais je crois quand même que le dossier est en... Les auditions sont en train de se poursuivre sur le cas, ils sont en détention administrative, et lorsque un tel dossier est en l'état, entre les mains de la justice ou alors les faits limiers policiers, il est extrêmement délicat pour nous les journalistes de commenter. Mais le premier constat que je fais, que s'il est avéré qu'ils ne sont pas coupables des faits pour lesquels ils ont été arrêtés, qu'on les libère tout simplement, qu'on mette fin à cette détention administrative. Mais si l'audition montre qu'il y a des éléments à charge contre eux, je pense qu'il faudrait qu'on les présente devant le juge, parce que on a beau être avocat, on n'est pas au-dessus de la loi. Même le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Donc je pense que la justice devrait faire son travail et qu'on ne mélange pas l'exercice de la profession et l'exercice du militantisme. Et on fait confiance à notre justice, on fait confiance à notre police pour qu'elle sache démêler les chevaux entre l'avocat et les militants du MRC. Alors, le barreau ne dort pas. Le barreau est décidé, en tout cas, reste dans sa logique, c'est-à-dire ne pas voir des dysfonctionnements au sein du barreau et protéger d'ailleurs tous les avocats. Il a annoncé, en tout cas, lors de son élection, on voit bien qu'il demande la libération sans condition de ses membres. Vous n'êtes pas sans ignorer que le barreau du Cameroun a joué un rôle éminent dans l'évolution, l'incrustation et l'évolution de la démocratie au Cameroun. D'ailleurs, vous savez très bien que la démocratie est arrivée aussi au Cameroun, c'est à partir de l'affaire Yono Black. Maître Yono Black qui est un avocat, un ancien bâtonnier, qui a été arrêté en février 1990. C'est à partir de l'affaire Yono Black qu'on en est arrivé à la démocratie quelques mois plus tard. Mais vous savez très bien qu'à la faveur de la réalisation de Maître Yono Black, Maître Bernard Mouna, qui était le bâtonnier de l'ordre des avocats, avait mobilisé tous les avocats du Cameroun. Et c'est à partir de cette affaire qu'on a vu le barreau se soulever et prendre une part active justement dans son rôle de protection des libertés et surtout de la promotion de la démocratie. Et depuis lors, le barreau a toujours su jouer le rôle qu'il faut. Bon, cette fois-ci, avec l'interpellation de 2 avocats du côté de Bafan et de Bafoussam, je pense que le barreau est dans son rôle de demander la libération de ces avocats, ne fût-ce que parce qu'ils sont des avocats, donc ils peuvent toujours justifier leur présence sur les lieux sous le seul prisme de l'exercice de leur fonction. Donc
Le débat aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si c'est des avocats, et d'ailleurs, ils sont connus comme étant non seulement des avocats du MRC, défendant la cause du MRC, mais au moins des sympathisants. Mais le problème n'est pas là aujourd'hui. Le Conseil de l'ordre demande leur libération, et moi je pense qu'il est exactement dans son rôle, tout comme on a assisté hier, on a noté hier l'interpellation aussi du barreau de Paris, qui a demandé la relaxe pure et simple de M. Camteau, considéré comme un membre du barreau de Paris. Donc, les avocats aujourd'hui sont en train de jouer leur rôle. On ne peut pas aller chercher à couper en quatre, à couper les cheveux en quatre, ou bien à chercher à justifier, à commenter leur action. C'est une action tout à fait normale, et on verrait bien si le pouvoir judiciaire qui est en charge du dossier saura en tenir compte. Mais toujours est-il que, comme je ne cesse de le dire, il faudrait que les gouvernants de ce pays trouvent une issue rapide et intelligente de ce problème du MRC qui, il faut le dire, empoisonne la vie sociale et politique du Cameroun. Très bien. Alors, le sujet fait le tour des tabloïds ce matin, parlant notamment de ce fait, de ces interpellations des militants du MRC. Le quotidien de jour fait savoir que le barreau monte au créneau, finalement, et aussi la nouvelle expression parle donc de ce barreau du Cameroun qui menace, et aussi on parle également du quotidien Le Messager. Le barreau fait le procès du régime, autant de traitements donc réservés par les tabloïds à ce sujet. Donc, c'est dans la presse également ce jour. Alors, il y a autre chose, on parle des manifestations publiques. La nouvelle expression parle de ce piège, des arrestations. On voit bien que l'option d'interpeller les manifestants en région et les déposer à Yaoundé et donc peut devenir à la longue difficile à gérer sur le plan financier, matériel et même humain. Et le titre du quotidien Émergence ce matin demande pourquoi le régime de Yaoundé, le régime des Biya verrouille-t-il le droit de manifester? Et il y a des experts sur cette question qui se posent également, qui analysent la situation. C'est un sujet qui est plus que d'actualité depuis l'élection présidentielle d'octobre 2018, puisque après la proclamation des résultats, il y a eu plusieurs manifestations, tout un plan de résistance qui est aujourd'hui dans sa phase 2, qui a été lancé par le MRC, et avec ce plan de résistance se pose avec acuité la question des libertés publiques dans notre pays, et la presse, bien évidemment, y revient pratiquement tous les jours. Je pense que c'est le quiproquo qui existe aujourd'hui entre ce qui est permis et ce qui n'est pas permis, entre le droit de manifester, le droit de s'associer et le droit pour l'État de préserver l'ordre public. Quand on lit la loi, la Constitution en l'occurrence, je crois qu'il y a dans le préambule de notre Constitution, elle garantit la liberté d'association et de manifester. Mais plus loin, on se rend compte que cette liberté est assortie d'un encadrement, d'un encadrement strict qui dit qu'on ne peut pas manifester lorsque on trouble l'ordre public. Et le pouvoir régalien qui est en charge de maintenir l'ordre public, la tranquillité, la sécurité et cet ordre public use de ce pouvoir exorbitant sur le plan politique pour empêcher ou alors entraver certaines libertés publiques. Donc, il y a donc cet amalgame entre la permissivité et le pouvoir qu'a l'administration d'apprécier un trouble sur l'ordre public. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nos confrères s'interrogent sur le piège qu'il y a sur les manifestations populaires. Donc, on devrait quand même faire la part des choses entre ce qui est autorisé et l'interprétation qu'en fait le pouvoir, l'autorité réglementaire qui est en charge d'accepter une manifestation ou pas. Et la subtilité réside à ce niveau parce qu'il appartient au sous-préfet ou, je ne sais pas, au préfet d'apprécier la dangerosité d'une manifestation ou alors l'impact que peut avoir une manifestation sur l'ordre public. Parfois, cette autorité a raison, mais parfois, elle l'utilise contre l'opposition qui présente une marche blanche, soit qui présente une marche pacifique, mais en fonction de la personne qui va effectuer cette marche, l'autorité pense que ça peut avoir un empêtement sur l'ordre public. Donc, ce sont des notions extrêmement délicates qui devraient être bien appréhendées par les Camerounais, qui pensent parfois qu'on muselle les gens qui veulent manifester, ou alors certains pensent que le pouvoir a tout à fait le droit d'interdire telle ou telle manifestation. Alors, est-ce qu'il y a, à la suite de son analyse, en tout cas, on peut se demander si les pouvoirs publics vont proposer une autre façon d'exprimer son mécontentement?
On peut se poser la question, mais moi, je pense que c'est une question de frilosité. Les pouvoirs publics sont frileux et se disent qu'il ne faut pas que les gens viennent battre le pavé pour dire des choses qui les mettent mal à l'aise. Regardez par exemple, quand par exemple l'honorable Nietzsche, qui s'est toujours manifesté par un désir, un activisme assez débordant pour amener les gens à comprendre que le peuple n'est pas content pour un certain nombre de choses. Toutes ces manifestations, il a parlé de 42 manifestations qu'il a programmées et toutes les 42 refusées, mais parmi celles-là, il y a des manifestations qui devaient absolument se faire. Quand par exemple, il a demandé que le problème de la guerre dans le sud-ouest et le nord-ouest soit débattu devant l'Assemblée nationale, moi je pense que c'était une demande tout à fait légitime. Il a fait même un clash à l'Assemblée nationale, on n'en a pas parlé. Et jusqu'aujourd'hui, ni l'Assemblée nationale, ni le Sénat n'ont posé le problème de la guerre civile dans le sud et nord-ouest sur leur table, alors que c'est un sujet extrêmement brûlant. Ce sujet est en train de tuer le Cameroun en petit feu. Quand par exemple l'honorable Nietzsche a voulu tout récemment, je ne fais pas sa publicité, organiser une marche pour réclamer des sanctions pour les gens qui portent la responsabilité du retrait de la canne au Cameroun, c'était quelque chose de très très attendu. Et les Camerounais, tous solidaires, étaient prêts à marcher pour suivre et pour demander, mais que sont devenus les responsables? Cette marche a été interdite. Mais elle a été interdite pourquoi? Parce que le sous-préfet a estimé qu'il ne serait pas le bon ton qu'on voit sur les télévisions du Cameroun, d'Afrique et du monde entier, comment les gens sont en train de demander des comptes sur le retrait de la canne. Donc moi je pense que c'est une question de frilosité de personnes chargées justement de cette paix sociale qui se disent qu'elles pourraient être menacées du fait justement de ces manifestations. Et c'est pour ça que hier dans un taxi, un chauffeur, un taximan me demandait hier pourquoi on donne l'autorisation à toutes les marches du RDPC et qu'on refuse que toutes les marches de l'opposition sont interdites. Moi je dis seulement parce que les militants du RDPC ne se posent jamais de questions sur la réalité du pays. Ils sont souvent là pour dire que Paul Biya est le plus beau et le plus fort. Mais que ceux de l'opposition en réalité posent d'autres problèmes. Mais les problèmes qui sont des problèmes cruciaux et les problèmes qui méritent en réalité d'être débattus ou d'être entendus. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, le débat dans quel journal encore Émergence. Ce débat est très intéressant. Le débat du vendredi. Pourquoi? Quel est le titre encore? Verrouillé. Pourquoi le régime Biya veut-il ou verrouille-t-il le droit de manifester? Le droit de manifester. Donc le droit de manifester, il faudrait bien qu'on revienne non seulement sur sa substance, non seulement sur son opportunité, mais aussi maintenant sur les contours et pourquoi le parti au pouvoir, les manifestations du parti au pouvoir sont toujours autorisées et celles de l'opposition sont toujours rejetées. Bon, pourquoi? Donc moi je pense que le débat est là et du côté du pouvoir, du côté du pouvoir et du gouvernement, on sait très bien pourquoi. Je l'ai dit, c'est une question de frilosité. Alors, mais le droit de manifester. Georges Sémé, oui. je vous pose la même question mais sous une autre forme. Oui. Il y a deux types que l'on observe de manifestations lorsqu'on est en colère, soit on marche, soit on fait un sitting, mais ces deux types de manifestations sont toujours réprimées. Y a-t-il une autre façon? C'est pour ça que tout à l'heure, j'évoquais la notion d'ordre public, qui, pour moi, est une notion vaste. Vous savez que, pour nous, les juristes, la notion d'ordre public est divisée en sécurité publique, sûreté publique et tranquillité publique. Lorsque le sous-préfet perçoit que, même si un sit-in, pacifique qu'il puisse être, peut troubler l'ordre public, il interdit. Donc, la notion d'ordre public est extrêmement... On apprécie, il y a une façon d'apprécier et c'est pour ça, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un pouvoir exorbitant qui est discrétionnaire et exorbitant qui est dévolu aux autorités régaliennes et parfois malheureusement qu'ils utilisent contre l'opposition ou alors contre certaines organisations de la société civile qui veulent manifester. Mais il faut quand même rappeler que le droit de manifester n'est pas un droit absolu. Il est scrupuleusement encadré et ceux qui veulent manifester devraient comprendre que à côté de ce droit, il y a un encadrement et que si cet encadrement n'est pas respecté, leur manifestation sera interdite et l'ordre public, bien évidemment. Et mieux. Voilà, ce sera interdit. Et l'ordre public est une notion extrêmement discrétionnaire qui est appréciée
comme il veut par l'autorité. Mais vous savez très bien, juste pour terminer, Flavien Valou, vous avez vu dans le pays de la liberté qu'est la France, on a vu que le droit de manifester, qui est un droit reconnu à tous, mais vous avez vu ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Donc ce droit n'est pas absolu comme on dit. Très bien, merci à vous, chers messieurs. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, surtout sous le signe de Vendredi Soif. Et là, nous nous retrouverons mardi, et ce sera donc le premier ou la première édition de la revue de presse des grandes unes de la semaine. Mais je vous souhaite de passer un très bon week-end, surtout sans excès. Donc, allez, à très bientôt sur les antennes.